Bonjour, chers téléspectateurs de l'As TV et bienvenue sur le plateau de l'émission Face à l'Objectif. Face à l'Objectif reçoit aujourd'hui un artiste visuel, Vieux Diba, issu de la deuxième génération de l'école de Dakar et diplômé de l'école normale supérieure en éducation artistique. Monsieur Diba, je vous salue. Merci Mustapha, je te remercie pour ce déplacement, pour discuter un peu d'art, de culture et de société. Face à l'Objectif, on vous le rappelle, c'est une émission qui va retrouver les artistes dans leur lieu de création et échanger avec eux sur des questions de création, d'actualité également. Monsieur Diba, vous êtes un des anciens, pour ne pas dire les maîtres, et un formateur émérite des arts plastiques ici au Sénégal. Comment se porte ce secteur? Bon, c'est une question pertinente mais assez complexe parce que le Sénégal a une histoire. Il y a une histoire de formation depuis les années de l'indépendance. Cette éducation a évolué sous Senghor, a évolué sur Abdou Diouf, a évolué sur Abdoulaye Wade et ça continue d'évoluer selon les contextes. Chaque contexte, il y a une orientation qui correspond à l'état des choses. Sous Senghor, je crois que le premier acte qu'avait posé Senghor, c'est de créer une structure de formation. À l'époque, ça s'appelle l'école des arts de la Fédération, qui se trouve à l'avenue Roume. Et ça s'appelait à l'époque, je crois, atelier de recherche nègre après. Et puis ça a évolué, il y a l'école des arts, ça s'appelle l'Institut national des arts, l'école nationale des beaux-arts, l'école normale supérieure d'éducation artistique, l'école nationale. Il y a plusieurs concepts de cadre de formation. Et après la biennale, la formation n'est pas que formelle. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont formés dans le tas, avec l'influence et l'environnement de la biennale. On recense aujourd'hui beaucoup d'artistes qui ne sont pas passés par les académies, par l'école des beaux-arts. Ce sont des gens qui sont formés, soit des autodidactes. Est-ce qu'il y a autodidacte? Il y a toujours un cadre de référence, de motivation qui devient une forme d'école. Parce que tous ces gens-là, qu'on dit autodidactes, ont été influencés par un environnement, par une pratique. Ils ont vu des gens faire, ils ont fait. Cet environnement, même non formel, devient une forme d'école. Donc il n'y a pas que l'école formelle qui est considérée comme école. On peut apprendre autour de nous-mêmes parce que telle personne nous a influencés et ça devient une forme d'école. Donc d'ailleurs, cette théorie formelle ou non formelle a existé depuis le début. Hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'école de Dakar, qui est initiée par Pierre Lotz. C'est un peu cette formation non académique. Il n'y a pas de discipline, on donne du matériel aux gens et on leur demande de créer. Parce que, d'après la théorie senghorienne, le nègre n'a pas besoin de formation, il suffit de donner le matériel, il s'exprime naturellement. Et c'est un peu, Senghor avait beaucoup pensé comme ça. Donc, l'environnement des artistes aujourd'hui est caractérisé par ces deux sources, la source formelle et la source non formelle. Et il y a une floraison d'artistes aujourd'hui, et je dirais même de praticiens de l'art, parce qu'en fait, on peut même creuser cette notion d'artiste. D'après beaucoup, hein, moi, ce n'est pas parce qu'on est pratiquant qu'on est forcément artiste. Être artiste, c'est un niveau de reconnaissance. À mon avis, c'est une espèce d'accéder à une certaine personnalité artistique. Je ne dis pas consécration, parce que tu peux avoir une personnalité sans être consacré. Parce que je considère que chaque individu a une particularité. Quand on arrive à découvrir cette particularité, en ce moment, on devient artiste. Ça veut dire que tout ce que vous faites, ça correspond à cette particularité. Tu as une signature. On devient artiste quand on a une signature. Quand on peut t'identifier par rapport à une telle pratique,
une telle décharge énergétique, un travail, une certaine reconnaissance dans le travail. En ce moment, on peut être artiste. Sinon, on évolue dans l'environnement, oui, mais ici, la démocratie culturelle veut que tout le monde soit considéré comme artiste. Ça fait un peu confusion, même chez les journalistes, hein, les gens disent ça, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui sont journalistes. Et maintenant, ils commencent à organiser ça. Le problème chez les artistes, ce n'est pas le cas. Mais tous les secteurs aujourd'hui connaissent des dysfonctionnements de cette nature. C'est important d'avoir le cachet des pairs, par exemple, ceux qui sont là depuis... Pas forcément, parce que... Pas forcément... la reconnaissance, c'est d'abord la pratique, la durée, l'originalité et la personnalité. Parce que et maintenant, de manière institutionnelle, il y a des institutions qui peuvent donner à quelqu'un le titre de professionnel, d'artiste. C'est-à-dire qu'il y a des événements fondés sur des sélections, des choix, comme des grandes expositions où on choisit les gens sur la base de dossiers, sur la base de profils. Si vous accédez à ces espaces d'exposition, c'est une forme de reconnaissance. Par exemple, si vous accédez à une sélection où il y a un jury reconnu, c'est une forme de reconnaissance. Si vous parvenez à exposer dans certains espaces, des galeries ou musées, quelque comme ça, reconnus par leur rigueur dans la sélection, c'est une forme de reconnaissance. Et s'il y a des critiques d'art dans certains niveaux, écrivent sur ton travail, reconnaissent que c'est une forme de reconnaissance. Donc, il y a des espaces qui peuvent attribuer cette reconnaissance. Il y a des spécialistes qui peuvent accorder cette reconnaissance. Il y a une carrière aussi qui peut vous procurer cette notion de reconnaissance. Donc, il y a plusieurs manières d'accéder à la reconnaissance. Voilà. Et vous avez duré aussi dans ce milieu, il faut le reconnaître, de la deuxième école, de la deuxième génération de l'école de Dakar, c'est pas donné à tout le monde. Et avec ce recul, quelle est votre analyse de ce milieu artistique? Le milieu artistique est aussi frappé des mêmes maladies que la société. Hein. Tout le monde, personne n'échappe à ça. C'est-à-dire qu'en fait, les problèmes que nous connaissons, peut-être c'est plus dense dans le milieu artistique. Il y a de plus en plus cette propension à l'individualisme. Les gens, de moins en moins, ils s'impliquent dans la chose publique. De moins en moins, chacun pense qu'il peut s'en sortir seul. C'est le sauf qui peut, comme dans beaucoup de disciplines. Il y a moins de solidarité. C'est rejet de la critique. Beaucoup de gens dans tous les secteurs n'aiment pas qu'on les critique et qu'on se prononce sur ce qu'ils font. Les problèmes d'injustice dans la société, oui, là-bas aussi, oui, il y en a. Ce milieu aussi, il y en a. Hein. En fait, nous sommes comme la société, hein, avec ses arts, ses qualités. Nous sommes comme tout le monde, vraiment, avec nos arts et nos qualités. Et parmi ces arts ou bien ces manquements dans le milieu artistique, on parle du statut de l'artiste. La loi sur le statut de l'artiste qui est en train de traîner depuis quelques années et vous avez pris part à tout ce qu'il y a comme rencontre par rapport à ça. Où est-ce que vous en êtes exactement par rapport à la question du statut? Le statut de l'artiste, c'est... Pour moi, il y a deux statuts. Hein. C'est d'abord dans la société. D'abord. Ces statuts-là, à mon avis, il n'est pas négligé. Sinon, c'est le plus important. Hein. Il y a l'autre statut qui est un peu statut administratif. C'est-à-dire le statut administratif, c'est-à-dire que les gens veulent mettre les artistes dans une logique de reconnaissance du travail d'artiste comme activité économique et organiser ces secteurs pour permettre aux artistes d'accéder à la retraite hein, par des systèmes de cotisation. Mais en même temps, le statut de l'Afrique exige de l'État l'organisation du secteur. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ne peut pas offrir aux artistes un statut
sans organiser sa propre pratique dans la question d'accès aux ressources publiques. Parce que si vous mettez des gens dans des choses où ils sont obligés de déclarer les emplois avec lesquels ils fonctionnent, donc on est dans une affaire de professionnalisation du milieu. Mais en même temps, nous savons dans nos pays que c'est l'État qui collecte la richesse et qui distribue la richesse. Et dans ce système de collecte et de distribution de la richesse, si on professionnalise le secteur, il faut définir dans quelle modalité le secteur des arts peut bénéficier, comme tous les autres secteurs, de l'intervention de la puissance publique. Et comment cette intervention doit être organisée. Pour le moment, ce n'est pas encore organisé. On ne peut pas vous dire exactement, par exemple, à ma connaissance, je n'ai jamais su qu'on nous dise que le fonds d'aide, telle gestion du fonds d'aide a été attribué telle personne, faire le listing et faire un bilan de l'utilisation de ces fonds. Comme d'autres, ce n'est pas une critique de l'administration, mais c'est du constat. Alors, et je pense que cette stratégie de donner du statut à l'art et aux activités artistiques doit s'accompagner concomitamment après une réforme de la pratique administrative, la relation de ces artistes avec l'administration, l'accès aux ressources publiques. Et ça, c'est très important. Alors, et c'est ça un élément important de politique publique en matière de culture en général et en matière d'art en particulier. Et par rapport à cette question de bilan, il y a des artistes qui ont décrié le fait que la Biennale de Dakar n'a pas livré un bilan, notamment la 14e édition. Quelle est votre lecture de cette situation? C'est un phénomène général. Les Sénégalais, c'est très rare qu'ils fassent un bilan de l'utilisation des ressources publiques. C'est une chose, je crois que ça ne nécessite même pas un débat, ça. C'est dans la normalité des choses. Quand vous utilisez l'argent public, vous dites on va faire ça. Surtout, ce qui a noté, c'est que pour une fois, quand même, il faut reconnaître, il y a beaucoup d'argent public qui a été utilisé dans ce projet à la décharge des autorités politiques. C'est quand même quelque chose à saluer. Parce que nous, vous savez, cette biennale, jusque dans les années 2010, presque le budget a été financé à 50% par l'Union européenne. Plus un tiers par l'État, la communauté française de Belgique et l'autre partenaire. Mais depuis, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est depuis 2010, pour une fois, l'État prend presque entièrement le financement de la biennale. Par contre, ce qui est dramatique pour moi et regrettable, un événement comme ça n'est pas conçu comme un projet politique. C'est comme si c'est un projet d'animation culturelle. Chaque 2 ans, les gens se promènent à Dakar. C'est très beau. Ils viennent faire leur marché, rencontrent les meilleurs artistes. Bon, ils rentrent chez eux et les gens évaluent et font avancer les choses dans le pays. Nous, au Sénégal, il n'y a pas, à ma connaissance, de faire de ce projet un projet politique. Ça veut dire un projet toutes les biennales sont des projets politiques. Et qu'est-ce qu'il faut réellement pour en arriver à ce niveau? C'est un problème de management vous savez, et d'orientation. Vous savez, par exemple, la biennale de la Documenta, c'est l'une des biennales les plus importantes au monde, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, a été créée en Allemagne, juste après la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire l'Allemagne. C'est documenté pour reconstruire l'Allemagne. En fait, à côté du plan Marshall économique, il y a un plan Marshall culturel. Ils comprennent l'enjeu de la culture. Et cette biennale-là est la plus grande manifestation artistique dans notre domaine au monde. Mais cette biennale de Dakar souffre un peu des conditions de sa naissance. Parce que cette biennale de Dakar était une demande des artistes. Ça ne vient pas de l'autorité étatique, c'est notre association en 1989 qui a demandé à l'État, avec une attention particulière qu'on salue du président Abdou Diouf, en 1989,
à la demande de l'Association nationale des artistes plasticiens, en 89 au Salon, que cette biennale était accordée. Mais en 89, le contexte qui nous a donné, nous autres, artistes demandés cette biennale, on est dans son contexte politique, culturel, esthétique. C'est assez intéressant. En 89, c'est la suite du mur de Berlin. En 89, c'est les magiciens de la Terre, par Jean-Hubert Martin, dont la philosophie est comment relancer, comment créer le multiculturalisme. En fait, et ce multiculturalisme a pratiquement donné naissance à ce qu'on appelle aussi la globalisation. Vous avez vu les grandes problématiques qui gouvernent le monde, c'est dans les activités artistiques et culturelles que c'est préparé. Et au Sénégal, au plan esthétique, il y a une évolution il y a une évolution esthétique très importante qui s'est opérée après l'école de Dakar classique. Et puis l'école de Dakar, comment dirais-je, universaliste. Parce que beaucoup de gens qualifient l'école de Dakar la partie géométrique, la partie africanisation de l'esthétique, comme l'a Senghor. Mais l'ouverture aussi fait partie des problématiques de Senghor. Donc même ceux qui sont dans l'autre école esthétique font partie de l'école de Dakar, de la conception senghorienne de l'art. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Alors, entre 80 et 90, il y a beaucoup de choses qui se sont passées du point de vue comportement des artistes. Vous savez, après la crise de 83, à partir de laquelle les artistes ont été chassés du village des arts, Manu Militari, une espèce de relation douce-froide s'est installée entre la communauté artistique et l'État. Et l'Association nationale des artistes plasticiens, ANAPS, a relancé les initiatives, mais en dehors de l'État, et qui a créé le salon Nouvelle Formule. Alors, cette évolution de prise en charge des choses, on a repris les choses en main. Parce qu'à l'époque, c'était le plan d'ajustement. La culture n'était pas dans l'ordre des choses. Dans cette période, seuls les plasticiens relevaient la tête. Toutes les autres disciplines étaient prêtes à terre parce que, à cause de l'influence du budget de l'État dans le fonctionnement de ces disciplines-là. Le théâtre est déjà mort, le cinéma ne recevait plus de financement, la musique qui a résisté à cause de sa relation multimédia, la musique a résisté. Mais toutes les formes d'art étaient à terre et les plasticiens étaient les seuls qui animaient l'espace artistique sénégalais. Et cet espace-là, il y a une mutation esthétique très importante parce qu'il y a une catégorie d'artistes qui a commencé à se positionner comme une troisième voie esthétique, qu'on appelle l'esthétique de la proximité. Et cette troisième voie est arrivée au niveau de 88 à une certaine maturité et il était temps pour nous de nous mettre en position de confrontation avec ce qui s'est fait de mieux au monde, qui était à l'origine de la Biennale. Au fond, la Biennale était une tribune pour nous. On l'avait conçue pour être une tribune de confrontation entre ce que nous faisons ici au Sénégal et ce qui s'est fait sur le continent. D'autant plus que cette période a été caractérisée par une dynamique africaine à travers des grands artistes au Maroc, au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun, au Sénégal. Et cette génération-là qui a commencé à créer ce qu'on appelle l'esthétique négro-africaine contemporaine, vraiment du point de vue originalité, du point de vue de position. Alors, et cette génération est arrivée à maturité, veut créer d'autres espaces de confrontation, dont la Biennale. Maintenant, on n'a jamais eu un débat de fond avec les autorités pour voir quelle finalité faut-il donner à cet instrument de développement. La Biennale doit être conçue comme un instrument de développement. Et c'est pourquoi quand je vois beaucoup de questions qu'on pose maintenant, le statut de l'artiste, la question des droits d'auteur, la question de la copie privée, qui est aujourd'hui le débat le plus préoccupant pour les artistes, parce que ça correspond à la nouvelle problème, à ce contexte-là, la manière la plus appropriée pour récupérer les droits des artistes. Ben, on traîne derrière les autorités. Je pense qu'ils vont comprendre que c'est inéluctable. C'est dans le sens, c'est dans le temps. C'est des choses qui sont inéluctables maintenant, à cause des nouveaux supports de communication, de nouveaux supports de reprographie. Voilà. Ces manquements,
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'artiste, du jeune artiste par exemple? Pas de l'artiste confirmé, mais du jeune artiste. Franchement, dans ce pays, il y a aujourd'hui, j'ai toujours dit, il y a 4 catégories d'artistes. Il y a des artistes qui ont pu profiter de la Biennale avec des succès plus ou moins réussis et qui sont à l'international, qui voient que vous ne verrez jamais ici. Bon. Il y a beaucoup d'artistes importants qu'on ne voit même pas ici. Et il y a une deuxième génération des gens qui n'ont pas su suivre l'évolution esthétique et les enjeux autour de la Biennale, du point de vue esthétique, du point de vue tendance, mais qui ont gardé leur personnalité, ils sont restés stoïques et dignes. Oui, ça, ils existent. Il y en a qui n'ont pas su supporter la crise, ils sont dans la défiance. Il y en a même qui ont abandonné. Il y a une 4e catégorie qui travaille toujours sous l'ombrage de l'État. Et on en voit toujours. C'est eux qu'on voit plus maintenant. Mais les trois catégories-là, il y en a qu'on ne verra plus. Il y a presque les artistes les plus importants, on ne les voit pas. Ils sont presque ce que j'appelle en clandestinité professionnelle. Et c'est quand même dommage. Parce que c'est pourquoi, à mon avis, je crois que les politiques, ceux qui vont en campagne, il est temps qu'ils comprennent. Il y a des questions qui ne peuvent plus être en suspens maintenant. C'est des questions qu'on doit traiter parce qu'il y va de la personnalité de ce pays. Ce pays a une personnalité culturelle. Ce pays est une référence historique dans le domaine de la culture. Mais on est en train de vendanger tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que ceux qui prétendent gouverner ce pays comprennent qu'au fond, sans la culture, ils ne bâtiront rien de solide. Parce que cette économie qu'ils prétendent construire, l'économie elle-même est une construction culturelle. Ce fait que ce point de culture, on ne peut pas parler aussi d'économie, à vrai dire. Mais l'économie, c'est régler les questions vitales. Vitales. Mais la manière de régler les questions vitales, c'est ça la culture. Si vous achetez cette chemise-là, la manière de l'acheter, vous avez acheté la culture de celui qui a créé la chemise. En fait, vous portez sa culture. Vous lui montrez que bravo. Et c'est pourquoi c'est très dangereux de dissocier la culture de l'économie, parce qu'en fait, c'est la culture qui donne la légitimité à l'économie. Sinon, elle devient une économie bâtarde. Et chaque peuple a apporté des solutions particulières aux problèmes particuliers qui se posent à chaque peuple. C'est cette particularité de réponse que chaque peuple apporte aux problèmes qui se posent à tout le monde qui s'appelle culture. Les arts sont des points focaux. Les arts ne résument pas la culture. Les arts, c'est des points focaux. Mais la manière dont on a cultivé le maïs au Sénégal, ou le mil, ou le lit, ou le sorgho, c'est différent de la technique que les Chinois utilisent. Donc, cette technique-là qu'on a inventée à partir de notre expérience de vie, c'est ça notre apport au monde, c'est ça notre culture. Et chacun, je n'ai jamais vu un pays qui se développe en dehors de ce qu'il est. Et les gens doivent beaucoup faire attention. Ils se modernisent en croyant qu'ils se développent. C'est différent. La modernité, ça peut s'acheter. Le portable là, que j'achète là, je considère que je ne me développe pas, je me modernise. Mais c'est celui qui crée le portable qui se développe. Nous, en réalité, on ne se développe pas, on se modernise. Et il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas se développer sans produire. D'où la question de l'industrie. D'où la question de l'agriculture et l'économie d'échelle liée à ça. Mais les artistes ne parlent pas que ça, ils parlent des phénomènes d'économie avec leur langage esthétique. Tout ce que nous disons dans nos œuvres, c'est de l'économie. Et maintenant, nous sommes au terme de notre émission. Nous allons poser le dernier acte. Monsieur Diba, nous allons vous inviter à faire face à l'objectif, comme l'intitulé de l'émission, est de nous faire part d'une partie, d'un pan de l'homme. Moi, je suis très préoccupé par les questions d'environnement. Et je pense que l'environnement nous définit et définit notre monde.
Et quand je vais dans un pays africain, c'est différent de l'environnement d'un pays européen, américain. En fait, l'environnement, c'est un ensemble de phénomènes, d'espaces, de matières, de réalités qui me permettent moi toujours d'innover, de trouver des réponses à mes questionnements à caractère artistique. Moi, je suis un artiste très imbibé des questions environnementales. Chers téléspectateurs, c'est sur cette note que nous mettons fin à l'émission. Retenons que l'environnement définit pratiquement l'homme et a tout un impact dans sa création, dans son vécu. Donc, prenons soin de notre environnement. Je vous remercie, à la prochaine.